votre présence pour ce point presse qui est important pour nous, car il renvoie à un sujet essentiel à la vie humaine en collectivité, qui est le transport. Et vous prie de m'excuser mon retard, mais c'est justement lié au fait que j'utilise plusieurs modes de transport pour arriver de ma ville de Cannes. Et que j'ai beau essayer d'anticiper, prendre les plus tôt, me lever à 4h30 du matin. Les trajets sont plus longs qu'avant, mais notamment dans la dernière partie. Voilà, je n'en dis pas plus, mais celle qui m'amène jusque-là. Je parlais de transport et je suis pour cela accompagné de deux élus particulièrement impliqués en la matière, de transport ou de mobilité. Hein. On utilise plus le terme de mobilité désormais. Moi, j'aime bien le terme de transport. Puisque j'ai à ma droite, s'il m'y autorise, Sylvain Laval, et qui donc est le maire de Saint-Martin-de-Vinoux, dans ce beau département de l'Isère. J'ai pu constater, je ne sais plus quand c'est, il y a quelques mois maintenant, du dynamisme des élus lors de l'Assemblée générale des maires et présidents d'intercommunalité, en présence d'un préfet qui depuis est devenu directeur général de la police nationale. Voilà. Et Frédéric Cuillerier, qui est le maire de Saint-Étienne. On est dans le 45, Loiret, et que je lui aussi... je remercie pour son implication. Tous les deux président la commission transport, co-président la commission transport, et je le répète, qui est essentiel, puisque dans les grandes fonctions humaines, hein, hormis bien sûr de s'alimenter, de se protéger, de se reproduire, qui caractérise toutes les espèces animales, dans l'animal social qu'est l'homme, a besoin de se loger et de se déplacer et de travailler. C'est vraiment les trois fonctions que l'on évidentes, et on le voit très bien dans nos permanences de quartier, dans nos communes. Les gens qui viennent nous voir très souvent sont pour des problèmes soit de logement, qui est un problème majeur dans notre pays malheureusement, soit de déplacement, soit de travail. Donc c'est une fonction essentielle. Le déplacement, c'est le flux, donc c'est ce qui participe à la création de la valeur, de la richesse, c'est l'échange, c'est l'accès au travail, c'est l'accès aux loisirs, à la culture, au sport. Donc le déplacement est une fonction essentielle de la vie humaine, et nous, dans nos communes et intercommunalités, mais a fortiori nos communes, nous sommes à l'échelle de vie humaine. C'est ce qui caractérise les communes de France. Or, le transport renvoie à des réalités qui nous est apparu importante de rappeler à quelques jours, quelques semaines d'une convention organisée par le ministre des Transports sur le financement précisément des mobilités et des transports. Quelques réalités qui sont celles donc de cette nécessité, sans être pompeux, mais anthropologique, humaine, de se déplacer, de pouvoir commercer. Cette nécessité aussi d'équité territoriale par l'accès au transport, qui est un sujet majeur, essentiel. Et j'y viendrai en évoquant les différents modes de transport. L'aménagement du territoire, à l'époque où il existait, et où on disait du territoire et pas les territoires au pluriel, comme maintenant. C'est toujours très révélateur, le vocable. Hein. Et je l'ai toujours dit ici, moi qui suis très attaché à la subsidiarité, à la décentralisation. J'ai toujours pensé que l'aménagement du territoire devait être du ressort de l'État, parce que c'était, en vertu du principe de subsidiarité, de porter les grands équipements structurants qui sont hors de la capacité locale et hors du marché. Hein, donc, équipements structurants qui garantissent, ou en tout cas qui permettent d'approcher une certaine justice territoriale. En cela, et d'équité territoriale, et égalité des chances territoriales. Et parmi ces grands équipements figurent les transports. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des transferts de charges non décentralisés en matière de mobilité et de transport. Pourquoi non décentralisés ? Parce que quand l'État décentralise, en vertu de l'article 72 de la Constitution, il est obligé de transférer la charge et la recette. Donc, depuis quelques années, nous voyons, mais c'est un thème que vous nous entendez souvent évoquer avec tous les membres de l'AMF et en particulier avec André Léniel dans nos déclarations de congrès, on a tendance à nous transférer des obligations et des charges sans nous transférer les ressources. C'est une réalité factuelle qu'il est toujours bon de rappeler au moment où le débat budgétaire
prend une acuité évidente. Et donc, ces transferts, c'est simple. Par exemple, moi, je le vois chez moi, il y a une ligne nouvelle en gestation, donc SNCF. Eh bien, les agglomérations et la région financent la moitié de cette charge, ce qui était impensable il y a 30 ans. Hein. C'est un transfert énorme de charges. Et puis, bien sûr, on renvoie donc au transport public et urbain, qui sont à juste titre une compétence locale. Et il faut renvoyer à cette réalité, c'est que le transport routier aujourd'hui est essentiel. Le transport est essentiel pour les marchandises, il suffit de prendre la route pour le constater. Et contrairement là aussi à ce qu'on nous annonçait un peu comme quelque chose d'inéluctable il y a une trentaine d'années, moi je m'en souviens très bien, 25 ans, on me disait que le rail allait l'emporter, et on aurait pu le souhaiter d'ailleurs. Enfin, moi, il y a un principe de base, c'est la réalité, c'est que la réalité, le transport routier aujourd'hui achemine l'essentiel des biens, y compris alimentaires, ou voire notamment alimentaires, dont nous avons besoin. Mais aussi des transports de personnes. Et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. 90% des trajets en France des habitants se font aujourd'hui en automobile, en voiture, donc sur nos routes. Ce pourcentage n'a pas changé depuis une trentaine d'années, malgré tout le développement des transports communs et ce qui s'est passé dans les grandes villes où la voiture, dans certaines grandes villes en tout cas, a été plus ou moins écartée. Donc c'est une réalité qu'on connaît bien localement, mais qu'il est bon de rappeler notamment ici, hein, dans les grandes villes, parce qu'il y a parfois un prisme qui est différent. Moi, dans nos discussions, on le voit même avec des amis qui habitent dans des grandes villes, ceux qui habitent sur le territoire national, dans nos communes à nous, en province, quoi, hein, on est des provinciaux, on est ni honteux ni fiers, c'est une réalité. Et donc, parler du financement des transports, c'est évidemment parler des grandes infrastructures que j'évoquais tout à l'heure, de l'aménagement du territoire, de lignes ferroviaires, des transports en site propre, etc., etc. Mais c'est parler de la réalité automobile. Et en sachant, je ne vais pas tout dire maintenant, mais que la réalité de l'automobile, du réseau routier, c'est que l'essentiel de la charge repose sur les communes et les intercommunalités. La quasi-totalité repose sur les collectivités. Mais si vous voulez, on a à peu près de mémoire un peu plus d'1 million de kilomètres de voirie. 65,5%, presque 2/3, presque 70%, sont exclusivement des voiries communales et intercommunales. 700 000 kilomètres. Donc parler du financement des transports ne peut pas occulter la réalité de la route et de la rue. Ce qui est souvent le cas, pour des raisons d'appétence intellectuelle ou d'effet de mode aussi. Hein. On oublie de parler de ce qui représente 90% des Français et une charge colossale. Nous avons hérité aussi dans nos communes et nos intercommunalités de 120 000 ponts. Pas toujours en bon état. J'espère que vous apprécierez mon sens de l'euphémisme. C'est un sujet majeur. On en avait fait d'ailleurs un atelier de mémoire au Congrès des maires. Hein, l'entretien, il est vrai que depuis, de surcroît, l'effondrement du pont de Gênes, il y a eu un intérêt médiatique et du grand public un peu plus grand, mais nous, depuis longtemps, dans nos communes intercommunalités, on est très soucieux de l'état des ponts et on alerte sur le fait que, aussi bien pour les routes et que pour les ouvrages, il n'y a pas de ressources dédiées. On nous a transféré la charge, mais pas les ressources. Parce que je parlais d'un peu plus de 1 million de kilomètres de routes. L'État n'en a gardé que 11 000 kilomètres. Donc une toute petite partie. Le reste, c'est régions, départements, et essentiellement, donc je vous l'ai dit, soit 2/3 bloc communal, commune et interco. Mais ce que l'État a gardé, ce sont les kilomètres de route, pour l'essentiel, qui génèrent des recettes. On a récupéré les nationales, etc., collectivités, mais c'est-à-dire les autoroutes. Donc, nous avons d'un côté des ouvrages dont on nous a confié progressivement la responsabilité,
sans financement, parallèlement des exigences et des normes, à la fois au plan juridique et au plan social, sociétal, comme on dit maintenant partout de façon un peu pompeuse, mais qui augmentent. Les normes de sécurité, de signalétique, de matériaux augmentent, mais aussi les attentes sur les transports. Et c'est tellement légitime. Décarbonation des déplacements. Le défi écologique, il se retrouve notamment dans les transports. D'où une obligation pour nous d'investissement supplémentaire pour s'inscrire dans cette recherche de transport décarboné. D'où des déséquilibres majeurs, déséquilibres qui peuvent se traduire donc sur le plan financier par des problèmes pour de nombreuses collectivités, et ça va être dit, je ne fais que jeter les grands débats, hein, les grands thèmes, mais il y a un déséquilibre financier essentiel. On ne peut pas avoir que la charge sans avoir les recettes, donc on va faire des propositions en la matière, et c'est pourquoi nous faisons cette conférence de presse maintenant, c'est sciemment. C'est pour que les communes intercommunautés ne soient plus les oubliés et de la réalité économique des transports et de l'entretien des infrastructures, notamment routières, mais aussi pour qu'on ne se contente pas d'être spectateur de grandes incantations et communications. Je parlais de déséquilibre. Il y a un déséquilibre aussi, non seulement financier, mais c'est lié dans la capacité d'exposition au risque. Aujourd'hui, de plus en plus de maires, et j'en sais quelque chose personnellement, peuvent se voir tout d'un coup mis en cause à la suite d'un accident. Et il faut assumer sa responsabilité quand on a la liberté d'action et la capacité d'action. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir la double peine. Évidemment, le danger peut représenter les usagers. Des infrastructures de plus en plus usées, des véhicules, les poids lourds, hein, les traversées urbaines hein, ou de villages par les poids lourds posent des problèmes d'usure de l'infrastructure. C'est un thème que moi j'entends souvent, que je constate d'abord chez moi et que j'entends souvent dans nos discussions entre élus. Donc de ces déséquilibres, eh bien, il résulte des équilibres que les lois n'ont pas corrigés, ont parfois amplifiés, ont parfois même été des paravents. Je pense à la loi fondatrice, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, comme on dit. Elle est de 2019. Elle partait de bonnes intentions, comme souvent, et avec parfois des formules un peu pompeuses. Le droit à la mobilité. Elle visait à garantir l'accès de tous au transport sur tout le territoire. Je peux vous dire que 6 ans après, le désenclavement des zones rurales n'a pas vraiment été au rendez-vous. D'où d'ailleurs des fractures qui en résultent. Fractures économiques. Je parlais de l'économie du financement des transports publics et transports routiers, mais également du fait que par un manque d'infrastructures, une usure d'infrastructures, un manque d'offres, des entreprises ne peuvent pas s'implanter dans certains secteurs. Alors vous ajoutez les erreurs artificialisation nette, etc. Il n'y a pas une assemblée générale de maires, on n'en parle pas. Donc une fracture économique, entrepreneuriale. Ça renforce la métropolisation, quoi, pour parler clair. D'où une fracture territoriale entre les zones denses, peu denses, et une fracture sociale que la ZFE et le mouvement anti-ZFE, tout à fait légitime et pertinent, illustrent. Sentiment de déclassement, d'exaspération, de dire c'est pas pour nous, on peut pas aller, on se retrouve dans un désert médical, mais on peut aller dans l'oasis médicale qu'est le centre-ville, quoi, hein, des agglomérations. Donc face à cela, on est force de proposition. Frédéric et Sylvain vont les exposer en précisant les grandes données que j'ai indiquées. Mais parmi ces propositions, moi, deux que j'évoque.
une sur laquelle je me bats depuis longtemps, c'est que le produit des impôts, lapsus révélateur, le produit des PV dressés par les gardes champêtres, les polices municipales, etc., reviennent aux collectivités. C'est nous qui assumons la charge de l'entretien et de la police, en l'occurrence. Et ça, je trouve que ce serait... Je crois que Éric Pauget avait formulé une proposition de loi à l'époque dans ce sens-là. J'en suis sûr même parce c'est un de mes voisins, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc les amendes de police municipale doivent revenir à la commune qui les émet. Deuxièmement, évidemment, on ne peut pas avoir l'essentiel de la charge des routes sans avoir une seule recette sur les routes. Les concessions autoroutières vont être renégociées. C'est le moment ou jamais qu'il y a un retour pour les communes et les intercommunalités. Donc on demande non seulement au ministère de l'Intérieur de suspendre les ZFE, mais surtout de rendre des recettes. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports. Deuxièmement, il y a toutes les taxations, par exemple sur les immatriculations, sur les assurances. Tout ça, ça va à l'État. Ça ne vient pas du tout à ceux qui entretiennent le réseau, l'essentiel du réseau. Et puis d'autres sources de recettes qui vont être évoquées. Nous disons attention aussi sur le versement mobilité. Le versement mobilité est une taxation indispensable aujourd'hui au transport public, mais qui est en haut du compte d'exploitation des entreprises. C'est une fiscalité sur le travail. Donc c'est un outil qui est très anticompétitif et très défavorable au travail et aux revenus du travail. Voilà. Donc attention aux martingales comme ça, c'est toujours facilité l'État de dire on va vous donner, on vous assoiffe et ensuite on vous met la gourde. Mais comme disait Pierre Desproges, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'abord qu'il doit se jeter sur la première gourde, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Voilà, c'est pour relancer l'attention. Voilà. Et donc, ce que nous attendons, c'est que cette politique des transports, aujourd'hui, ne soit pas simplement constituée d'actes de communication et d'annonces, comme le droit à la mobilité que j'évoquais tout à l'heure, sans moyens, sans évaluation, sans exécution, mais qu'il y ait véritablement une vision réaliste du présent et prospective de la politique des transports pour que on puisse trouver et partager les ressources qui permettent équitablement de garantir, ou en tout cas de favoriser les transports pour chacun dans notre pays. Et l'AMF donc a formulé un certain nombre de propositions qui vont être évoquées et qui figurent dans le dossier de presse que nous vous avons remis ou que nous vous remettrons. Je pense qu'il a déjà été remis. Voilà, merci de votre présence. Je ne sais pas qui, de Sylvain ou Frédéric. Frédéric, okay. Bien, mesdames, messieurs, pardon, mais je vais devoir vous donner quelques chiffres et je vais confirmer à la fois les chiffres de notre président et vous donner des éléments complémentaires. Parce qu'on ne peut pas évoquer cette question des infrastructures routières sans faire un bilan chiffré actuel de la situation. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Notre président en a cité un certain nombre. En France, il y a 1 090 000 kilomètres de routes. Sur ce 1 090 000 kilomètres de routes, 717 000 kilomètres sont à la charge des communes et intercommunalités, ce qui pèse donc à hauteur de 65,5% des routes françaises qui sont à la charge des communes et intercommunalités. Les départements, pour leur part, ont 350 000 km de routes, soit 32,5%. L'État, lui, a 20 000 km, mais il a attribué des concessions autoroutières pour environ 10 000 km. Il reste à sa charge de l'ordre de 1% des routes de France, ce qui pèse environ 10 000 km. Vous voyez déjà ce premier décalage par les chiffres. Et autre décalage absolument impossible à imaginer aujourd'hui, l'État reçoit 45 milliards de produits, de recettes de la route. C'est-à-dire qu'il reçoit 95% des recettes et des produits de la route. On a vu la suppression de la vignette en 2000, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques va à l'État.
la taxe sur les immatriculations, notre président le rappelait, les amendes de police, les péages et puis divers autres prélèvements qui ont lieu au total 45 milliards. Et qu'est-ce qui est reversé aujourd'hui aux communes et aux intercommunalités? Des miettes. Des miettes à travers quelques amendes de police, quelques subventions que j'ai vues apparaître récemment dans le cadre de la DETR ou la DSIL pour des aménagements de sécurité routière. Ça, c'est un petit peu nouveau. S'ajoute pour le bloc communal 750 000 km de chemins ruraux à entretenir et 120 000 ponts et ouvrages. Ça résulte, si vous voulez, d'une étude du CEREMA qui a constaté sur 15 000 communes qu'environ 30% des ouvrages d'art, donc des ponts, nécessitent des réparations et pour certains, vraiment des réparations extrêmement importantes en décalage total avec les capacités financières des communes qui portent non seulement la responsabilité technique et financière de l'entretien, de l'aménagement des routes, mais aussi qui portent la responsabilité de la sécurité routière et un certain nombre de pouvoirs de police, et à travers ces pouvoirs, la responsabilité civile et pénale en cas d'accident. Ces charges d'entretien, et c'est le deuxième point de mon intervention, se sont très lourdement accentuées au cours des dernières années, pour différentes raisons. Tout d'abord, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique plutôt, provoque le réchauffement des routes, des enrobés et les abîmes, si vous voulez. Nous avons également toutes les inondations qui portent atteinte à la fois aux routes, mais aussi aux ponts. Nous avons encore eu un exemple ce week-end dans le Périgord. Nous voyons aussi l'augmentation d'un trafic toujours plus dense, des véhicules de transport et des véhicules agricoles de plus en plus lourds et de plus en plus larges. La nécessité également de mise aux normes en matière de sécurité routière avec des aménagements très sécuritaires, les panneaux, les feux tricolores, les ralentisseurs qui constituent également des charges supplémentaires pour nos communes et intercommunalités. Nous avons subi également la hausse du coût des matières premières. Et puis, nous avons, pour un certain nombre de communes, des supports inadaptés. C'est-à-dire que nous avons hérité de chemins qui étaient un peu des chemins communaux, des chemins ruraux qui faisaient 3 mètres de large. On les a un petit peu élargis. Mais il est évident que la structure même de ces chemins aujourd'hui ne correspond plus à la nécessité des transports, que ce soit des transports, je dirais, de marchandises ou pour l'agriculture également. Vous savez que les agriculteurs aujourd'hui ont souvent des engins de 4,50 m de large qui portent donc très lourd sur nos ouvrages. Nous avons également des ouvrages de franchissement des rivières et des ruisseaux, j'en parlais tout à l'heure, au nombre de 220 000, mais pas seulement. Ces ouvrages franchissent aussi des voies ferrées, des autoroutes, et pour certains qui sont anciens et en mauvais état, je rappelais il y a quelques instants les 30% d'ouvrages d'art qui souffrent, et ils souffrent notamment des 5 phénomènes. Sur ma commune, par exemple, j'ai un pont autoroutier de Cofiroute qui s'est affaissé d'environ 10 à 20 cm. Parce qu'il y a un gonflement des argiles avec l'humidité, avec les pluies, et puis après période de sécheresse, le pont s'est effondré de l'ordre de 15 à 20 cm. Donc c'est très conséquent, et nous voyons bien que nos ouvrages d'art sont soumis également aux 5 phénomènes que j'expliquais préalablement. Nous avons aussi Nous avons aussi participé étroitement à la réalisation de liaisons 12, pistes cyclables, pistes piétonnes, 12 000 km de plus en 4 ans. Nous sommes passés de 50 000 à 62 000 km qui nécessitent des investissements importants avec des engagements qui sont
loin d'être tenu aujourd'hui par le gouvernement dans le domaine du financement du plan vélo et marche. Et puis, nous sommes soumis à des règles normatives de plus en plus nombreuses et lourdes qui ont des conséquences sur le plan financier. Avec, par exemple, la largeur minimale des pistes cyclables. Si nous ne respectons pas les 3 mètres ou 3,50 mètres, pas de financement possible. C'est une norme CEREMA. La nouvelle réglementation amiante sur les routes, on ne peut pas travailler sur une route sans avoir préalablement procédé à des analyses amiantes. Les normes des ralentisseurs et les normes des aménagements en termes de sécurité routière. Autant de normes et de phénomènes qui pèsent lourdement sur les budgets communaux. Nous savons aujourd'hui que 71% des voiries communales sont gérées et entretenues par des communes de moins de 3500 habitants. Nous n'avons pas de chiffre global pour cet entretien, mais nous avons un chiffre tout à fait significatif pour les communes de plus de 3500 habitants. Nous savons qu'en 2023, les dépenses liées à l'entretien des routes dépassaient 7 milliards d'euros. On peut donc penser que l'entretien des voiries à l'échelle nationale pèse autour de 15 milliards et le chiffre, à mon sens, n'est pas excessif. 7 milliards d'euros. Regardez, l'État reçoit 45 milliards et nous avons 15 milliards environ d'entretien des routes dans les communes et intercommunalités. C'est donc là un premier paradoxe, et un paradoxe qu'il faut mettre en évidence parce que les communes à faible population sont souvent étendues, elles ont un faible budget, mais une longueur de voirie qui est équivalent aux communes plus peuplées. Nous sommes là en plein dans la fracture territoriale. Je prends 2 exemples. Ma commune, tout budget confondu, c'est 8,5 millions. J'ai un peu moins de 4 000 habitants et je consacre chaque année 150 000 aux 25 km de voirie de ma commune. En commission, avec nos collègues maires, j'avais le témoignage de nos collègues maires de l'Est de la France qui disaient moi j'ai 400 habitants, mais j'ai également 25 km. Et j'ai donc une charge sur un budget d'environ 700 000 euros. J'ai donc une charge identique à la vôtre. En parlant de ma commune, 25 km, 150 000 euros d'entretien pour 700 000 euros de budget. Là, il y a là, si vous voulez, un paradoxe, un décalage qui est absolument insupportable pour de nombreuses communes en France. Ce qui veut dire que de nombreuses communes aujourd'hui n'ont plus les moyens d'entretenir correctement l'ensemble des voiries dont elles ont la charge. Et au contraire, l'État, l'État, lui, de son côté, diminue les participations financières, augmente les prélèvements sur les communes, et donc, si vous voulez, notre capacité d'investissement, notamment dans le domaine de l'entretien de la voirie, est de plus en plus faible. Donc, nous avons souhaité, avec mon coprésident, avec Sylvain, évoquer cette question très importante avec les 4 ministres des Transports qui ont été nommés au cours des 18 derniers mois. Un seul a accepté de nous recevoir pour évoquer cette question, c'est François Durovray. Mais 2 semaines plus tard, il n'était plus ministre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et depuis, aucun contact direct avec le nouveau ministre, alors que nous représentons et que nous portons la voix de 35 000 maires et de milliers d'intercommunalités. C'est une voix considérable qui, je le rappelle, entretient et réalise 65,5% des voiries en France. Et il n'y a pas eu, depuis la nomination du nouveau ministre, le moindre contact avec lui personnellement. Donc on ne peut aujourd'hui évoquer ces questions de transport, de mobilité, sans travailler prioritairement et préalablement avec les communes et intercommunalités sur l'entretien de la route et des infrastructures. On ne peut pas parler mobilité sans parler d'abord de la route, de l'entretien et de l'entretien des infrastructures.
On ne peut pas évoquer la fin des concessions autoroutières sans associer les collectivités qui accueillent en sortie autoroutière les usagers des autoroutes sur leurs routes communales ou intercommunales et qui ont des ouvrages d'art, je citais l'ouvrage d'art sur ma commune, des ouvrages d'art de franchissement des autoroutes à entretenir dans leur commune. On ne peut pas être écarté de cette négociation. Nous sommes là, nous sommes demandeurs d'y participer, et nous sommes déterminés et motivés pour y participer. On ne peut pas évoquer non plus le déploiement des SERM, et notamment des cars express régionaux, sans associer étroitement les collectivités qui ont en charge les routes sur lesquelles vont circuler les cars express régionaux, mais nous avons aussi en charge les parkings, les voies d'accès aux gares. Tous ces éléments, si vous voulez, ce sont des éléments qui sont à la charge des infrastructures, qui sont à la charge des communes. Comment peut-on aujourd'hui évoquer les SERM sans associer très étroitement les communes et intercommunalités? Nous avons aussi un autre point qui nous tient à cœur et qui peut constituer aussi une source de financement. Il est important d'associer les nombreux opérateurs nationaux qui utilisent nos voiries pour leur réseau, que ce soit en matière d'électricité, de gaz, de téléphone, de fibre, et qui nous versent des redevances symboliques, alors que ce sont nos voiries communales et intercommunales qui leur servent de support. L'autre piste, notre président l'a évoqué, c'est le produit des amendes de police, qu'au moins les amendes de police municipales nous soient réaffectées dans nos budgets communaux. C'est un point qui est important puisque nous avons, nous, les pouvoirs de police en matière de voirie, en matière de stationnement. Et ces pouvoirs de police, je le rappelle, contribuent étroitement à la sécurité routière. Il est donc urgent de bâtir avec l'État, avec le gouvernement, un nouveau modèle de financement de la route et des infrastructures routières qui tiennent compte des charges d'entretien respectives. Je rappelle le rapport, 1%, 65,5%. Et de corriger ce déséquilibre flagrant. Sinon, nous irons vers une dégradation progressive du réseau routier français, une aggravation de la fracture territoriale qui deviendra irréversible, une impasse irréversible pour la cohésion des territoires, la sécurité des usagers et la transition écologique. Et je voulais vous dire ici, ce matin, assez solennellement, que nous, les maires de France, nous sommes totalement déterminés et mobilisés sur cette question essentielle de l'aménagement des territoires et de l'égalité des territoires, indissociable du principe d'égalité, de l'égalité de nos concitoyens face au droit à la mobilité. Bien, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je vais essayer de compléter sur d'autres aspects. Tout d'abord, bien insister sur le fait que, comme l'a dit le président, cette question de la mobilité doit aujourd'hui devenir une question absolument centrale du débat public. Ça ne l'est pas suffisamment, tant en termes de besoins pour nos habitants et nos usagers, mais aussi en termes de financement, évidemment, nous allons y revenir encore une fois. La mobilité, elle s'exprime partout. Que vous soyez en zone urbaine dense, vous avez aujourd'hui besoin d'une offre de transport qui est souvent une offre plus collective, mais qui doit être organisée et structurée, je vais y revenir. Vous habitez en zone périurbaine, dans ce qu'on appelle les deuxièmes, les troisièmes couronnes. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour avoir un égal accès aux services. On vous met des contraintes, des barrières, cela a été dit. Mais quelles solutions sommes-nous capables d'apporter en face dans ce type de territoire-là? Et puis alors, si vous habitez en zone peu dense, manière pudique de parler de ruralité, alors là, c'est encore plus compliqué parce que malheureusement, l'offre ou l'alternative, elle est extrêmement faible. Et là, nous sommes au cœur de ce sujet qui vise à prendre en compte la différence de typologie de notre territoire et de nos habitants, sans passer son temps à les opposer les uns aux autres et effectivement aggraver les fractures qui peuvent exister sur le plan territorial, qui deviennent aussi souvent des fractures sociales. Et c'est là où nous avons besoin de construire ce modèle de financement. Et je veux insister notamment sur la situation des zones un peu plus éloignées, des zones rurales. Parce qu'on parle souvent de fractures, mais la réalité, c'est laquelle aujourd'hui? C'est que nous avons un modèle
qui n'est absolument pas adapté aux besoins. Le président faisait référence à la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui avait posé de grandes ambitions, qui avait notamment amené un certain nombre d'éléments pour expliquer que demain, nous serions en capacité de répondre aux besoins de déplacement et d'apporter des offres concrètes aux habitants de ces territoires. Il n'en est malheureusement rien aujourd'hui. Quand vous habitez en zone peu dense, nul besoin de vous dire que les moyens consacrés dans les collectivités sont extrêmement faibles. Frédéric l'illustrait à l'instant sur la question de la voirie. Et vous n'allez pas pouvoir expliquer à vos habitants, à votre tissu économique, qu'il va suffisamment falloir les taxer un petit peu plus pour résoudre tous les problèmes. Ce n'est évidemment pas réaliste. Aujourd'hui, quand vous vous trouvez dans ces territoires-là, vous avez une assiette de recettes qui est extrêmement faible. Et je veux revenir ici sur la question du versement mobilité qui a été évoquée par le président parce que c'est un sujet très important pour bien comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes dans une zone rurale peu dense. Vous allez expliquer que vous allez lever un impôt sur les entreprises, effectivement, sur l'assiette économique, sur la masse salariale des employés, puisque cela s'applique à partir de 11 salariés, dans des territoires où vous allez potentiellement toucher des recettes qui ne dépasseront pas quelques dizaines de milliers d'euros. Vous allez donc expliquer que vous allez mettre en souffrance une partie du monde économique si vous les taxez, pour avoir une recette faible et en face être dans la quasi-incapacité d'offrir un service à la hauteur des besoins pour nos usagers. Et là, la réalité, c'est qu'on peut parler du VM dans les zones urbaines, et j'y reviendrai dans un instant, mais dans les zones peu denses, ce n'est absolument pas une réponse adaptée. Non seulement vous n'avez pas forcément suffisamment de densité économique pour pouvoir lever une recette qui vous permet de faire des choses. Deuxièmement, vous êtes dans un contexte où vous allez créer une difficulté pour un rapport extrêmement faible sur la réponse que nous pouvons apporter, et vous êtes dans l'incompréhension de nos usagers, de nos habitants, qui vont avoir une attente, mais qui ne verront pas venir un service à la hauteur de leur demande. Et donc c'est là où nous avons un système qui n'est pas du tout adapté. Donc ne faisons pas croire qu'il suffirait de créer cette recette pour régler les problèmes dans ces territoires-là. Et je crois que nous avons même fait pire, puisque il y a peu dans les débats législatifs, nous avons eu un débat sur cette recette potentielle, et le débat a tourné d'une telle manière que certains ont réussi à vouloir opposer les territoires les uns aux autres, les collectivités les unes aux autres, en nous expliquant que par la création d'une fraction supplémentaire de cette recette au sein des régions, nous réglerions les problèmes de mobilité dans les zones peu denses, dans les zones rurales. Eh bien, ce n'est malheureusement pas vrai. Parce que d'abord, vous discutez toujours sur du même sujet, sur la même assiette, toujours les mêmes entreprises, dans les mêmes territoires, que vous allez taxer en partie sur le versement mobilité qui revient aux autorités organisatrices existantes. Vous créez maintenant la possibilité pour les régions elles-mêmes de toucher une part de ces recettes, donc de taxer les mêmes personnes plusieurs fois. Et vous n'avez toujours pas de réponse sensible et pertinente dans les zones peu denses. Donc il y a une vraie difficulté de comprendre qu'il nous faut sortir de ce schéma pour trouver une autre proposition de financement des besoins de mobilité dans les territoires, parce que les collectivités que nous sommes, les autorités organisatrices, les communes, les intercommunalités ont besoin d'avoir de quoi se financer. Le versement mobilité, il peut avoir du sens dans certaines grandes zones denses qui ont la chance d'avoir un tissu économique dynamique, lorsque les entreprises ont la capacité de le supporter, comme cela a été dit, et dans le contexte que nous connaissons, c'est de plus en plus difficile, y compris dans les grands territoires dynamiques. Mais c'est évidemment pas la même chose en fonction des endroits où on se trouve. Et d'autre part, nous avons besoin aussi d'avoir une nouvelle approche, puisque nous ne pourrons pas en permanence augmenter cette recette. D'abord, il y a un cadre réglementaire, il y a un plafond, et puis surtout, il faut bien comprendre que nous ne finançons pas nos infrastructures grâce à cette recette essentiellement. C'est une recette qui permet aujourd'hui, quand elle fonctionne, d'assurer le fonctionnement, d'assurer les coûts de maintenance, de personnel, de renouvellement de matériel qui sont de plus en plus importants quand il existe déjà un service. Mais vous ne financerez pas des infrastructures avec une telle recette. Et là-dessus, il faut être très clair. Et donc, le vrai besoin que nous avons, c'est sur la capacité à financer les infrastructures sur lesquelles aujourd'hui nous sommes totalement seuls et non aidés, y compris lorsque l'État peut mettre en avant quelques dispositifs nationaux de financement pour obtenir des subventions. Vous le savez, ces recettes s'amenuisent de plus en plus. Ces fonds verts, ces DESIL, etc. sont des dotations qui sont de plus en plus faibles.
lorsqu'elles ne mettent pas en concurrence les collectivités les unes entre les autres, puisqu'on vous demande de déposer des dossiers via des appels à projets où vous êtes en concurrence avec le voisin, avec le collègue de votre même territoire, d'un département limitrophe, et à la fin, lorsque les dotations sont données, elles sont évidemment divisées sur des sommes qui sont très faibles. Donc ce n'est pas avec cela que demain nous serons en capacité d'investir pour amener de nouvelles offres, quelles qu'elles soient, que ce soit des infrastructures lourdes ou bien des infrastructures plus légères, puisqu'il faut penser à toutes les réponses de déplacement, comme cela a été dit. Il y a les transports collectifs quand c'est possible, mais les gens qui habitent beaucoup plus loin n'auront pas des transports collectifs partout. Il faut aménager des services de covoiturage, il faut aménager parfois des services de connexion aux grandes infrastructures comme le ferroviaire, avec des pôles de rabattement, des pôles d'échange multimodaux, des parkings. Et puis il y a l'enjeu de la politique cyclable, là où elle peut aussi répondre à un besoin. Donc tout ça demandera de l'argent pour investir, pour aménager et ensuite pour entretenir et faire fonctionner. Et il faut bien avoir à l'esprit les deux volets de cette politique sur laquelle aujourd'hui nous sommes à bout de souffle sur la capacité à le financer. Et je pourrais développer longuement la question ferroviaire, mais cela a déjà été esquissé lorsque nous savons que sur ce seul sujet, les besoins s'élèvent à peu près à 100 milliards d'euros à l'échelle de notre pays. Vous voyez, lorsqu'on met ça en rapport, en plus des besoins d'infrastructures routières qui étaient évoqués précédemment, nous sommes sur des chiffres absolument considérables. Et donc, si l'enjeu du renouvellement des concessions autoroutières est très important et que nous devons pouvoir toucher une part d'affectation, nous ne réglerons pas non plus tout avec cela. Lorsque nous savons les besoins sur le ferroviaire, sur l'entretien de tous les types de routes, les nôtres et y compris d'autres types de routes, sur les capacités aussi à financer les nouvelles infrastructures, c'est donc bien un modèle complet de financement qu'il va falloir repenser. Et là-dessus, nous avons fait les propositions qui ont été évoquées par mes collègues tout à l'heure, qui sont absolument essentielles. Et je veux aussi en ajouter une, c'est bien entendu associer nos collectivités que sont les communes et les intercommunalités tout au long de ces processus, parce que nous sommes souvent oubliés alors que nous avons un rôle majeur en termes de compétences et de gestion de réseau, comme cela a été dit. Nous ne sommes pas toujours les premiers associés, nous ne sommes pas toujours les premiers invités. Et nous voulons aussi redonner la capacité aux territoires de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner aussi leur avis sur les propositions qui sont faites. C'est pour ça que nous demandons aussi à ce que la prise de compétences mobilité soit donnée comme faculté à être réouverte aux collectivités qui le souhaitent, sur la base du volontariat. Nous avions eu une fenêtre de tir qui était extrêmement courte pendant la loi d'orientation des mobilités. Au moment où elle a été permise, c'était la sortie du Covid, c'était le début de mise en place des équipes municipales. Et aujourd'hui, il faut que les territoires puissent s'exprimer pour savoir si oui ou non, ils veulent s'organiser sur une partie ou sur une globalité du sujet pour cette prise de compétences qui n'a pas été discuter dans de bonnes conditions. Ce n'est évidemment pas la clé fondamentale, mais c'est un élément important d'organisation dans les territoires. Et enfin, nous reviendrons évidemment sur le sujet du modèle de financement qui a été évoqué par mes collègues et qui doit se comprendre dans sa globalité et dans sa diversité à l'échelle du territoire national. Voilà, donc vous avez bien sûr la... D'accord. On va vous distribuer le micro selon un ordre dont je vous laisse l'entière responsabilité de façon extrêmement lâche. Bonjour, Denis Perron, Journal Lacroix. J'ai juste besoin d'une petite précision. Quand vous parlez de miettes, ça se chiffre comment en euros? C'est difficile à établir parce que vous avez 3 ou 4 sources de financement. Ce sont les amendes de police, d'une part, qui nous sont reversées, mais très partiellement. Vous avez également, et ça dépend des années, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner un chiffre global, des sommes qui sont prises sur la DETR, la DECIL, j'évoquais notamment les aménagements de sécurité routière. Vous avez le plan marche et vélo également qui nous aide pour les pistes cyclables et piétonnes. Je ne peux pas vous donner un chiffre extrêmement précis, il est variable, mais je dirais que ça représente... Au global, ça ne dépasse pas 1 milliard d'euros. C'est un chiffre que je vous donne à l'emporte-pièce, mais qui est variable. Mais dans une moyenne, sur les 45 milliards, c'est à peu près 1 milliard qui nous est reversé, si on fait le calcul. Pour contexte, donc vous disiez que vous n'étiez pas invité à la conférence de financement, vous participez à aucun atelier? Je n'ai pas dit qu'on n'était pas invité à la conférence de financement. Hein. J'ai dit qu'on souhaitait maintenant être partie prenante dans l'organisation de la politique des transports, puisqu'on en est
extrêmement responsable. Et il y a une, je crois qu'on a reçu, et je parle sous votre contrôle, mais vendredi ou jeudi dernier, l'invitation à un atelier, c'est ça? Nous sommes invités aux 4 grandes dates dès le 5 mai, c'est ça? Dès le 5 mai. Okay. 5 mai, les autres dates ensuite. Mais ce que j'évoquais moi personnellement, c'était le contact direct avec le ministre des Transports. Le seul contact, je le redis, c'est avec le ministre François Durovray. Depuis, aucun contact avec le nouveau ministre, qui n'est pas acceptable compte tenu du poids que nous représentons aujourd'hui au plan national. Et juste pour compléter, à quel atelier vous êtes invité? Route, autoroute, les Sermes Allez-y, le premier? Ok. D'accord, Très bien, les merci. Sermes. On voudrait bien venir à celui de l'autoroute, oui, ça nous intéresse beaucoup. Bonjour, Thierry Mestéier, l'Informé. J'avais une question. En fait, vous demandez combien à l'État parce que c'est des transferts de charges. Vous demandez combien? La question, on ne peut pas la trancher comme ça. Ce n'est pas une volonté de ne pas répondre. Hein. Mais c'est simplement qu'il faut... On connaît le contexte budgétaire global. On n'est pas idiot, on n'est pas inconscient et nous sommes civiques. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir une vision prospective que l'on appelle de nos voeux depuis longtemps. Qu'est-ce que l'on investit pour le transport au-delà des effets d'annonce et de l'affichage? En faisant un focus sur le routier, c'est presque provocateur de le faire, mais c'est pourtant une nécessité. C'est-à-dire qu'on attire l'attention sur 90% de la réalité des flux et regarde cela par rapport à un niveau qualitatif, à un niveau d'exigence, parce que les paramètres, ils sont multiples. Il y a les recettes, les normes, à quel degré de normes on le met, quelles sont les nouvelles recettes qu'on peut inventer aussi. Je sais pas, le foncier routier peut générer peut-être d'autres recettes que dans le modèle actuel où tout est focalisé sur les autoroutes en termes de recettes, de concessions, de stations-service, de panneaux publicitaires, de péages évidemment, etc. On peut très bien imaginer autre chose. C'est pas moi de le dire. Et si en plus je suis pas moi le spécialiste, ils sont autour de moi les spécialistes. On peut très bien imaginer que dans le cadre du développement de certaines énergies décarbonées alternatives, on utilise plus le foncier routier. Hein, c'est un thème qu'on a beaucoup évoqué, cela, sur le solaire, etc. Et dans ce cas-là, quelle recette ça génère, à qui ça revient? Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, et c'est pourquoi nous souhaitons d'être associés à toute la réflexion, c'est d'avoir enfin un débat sur la vérité et la réalité de toutes les politiques de transport en France pour qu'on puisse travailler sur, de façon immédiate à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Voilà, c'est ça, je ne peux pas être plus précis que ça. Hein. Les besoins. Est-ce qu'on a une évaluation parce que c'est le CEREMA qui... On fait de l'extrapolation, si vous voulez. On fait de l'extrapolation par rapport à des analyses techniques du CEREMA, notamment, sur les ouvrages. Mais on n'a pas la version consolidée, agglomérée des besoins. Et puis, à quel degré on met le besoin? Est-ce que c'est un besoin uniquement d'aménagement de sécurité? Est-ce que c'est en décarbonation, etc. Donc, peut-être que Frédéric ou Sylvain, Moi j'ai évoqué il y a quelques instants donc les 7 milliards, un peu plus de 7 milliards pour les communes de plus de 3500 habitants. J'ai donné le chiffre de l'ordre de 15 milliards pour l'ensemble des infrastructures routières au sein du bloc, au bloc communal. C'est très difficile de donner un chiffre. Nous avons une analyse du CEREMA sur les ouvrages d'art. Il faut savoir que ces ouvrages d'art également, ces ponts sont pour certains des ponts autoroutiers, d'autres des ponts SNCF. Donc il faut impérativement se mettre autour de la table avec l'ensemble des partenaires pour travailler. Et c'est ce nouveau modèle que nous voulons bâtir ensemble. Nous ne partons pas d'un chiffre, d'une exigence précise. Nous partons, si vous voulez, d'un constat aujourd'hui, c'est que les collectivités locales que nous sommes, communes, intercommunalités, n'ont plus les moyens de procéder à cet entretien courant, quotidien, et que nous avons besoin d'une vision à moyen et long terme, que me disait notre président, une vision à moyen et long terme pour nos collectivités locales. Mais cette vision, ce nouveau modèle, nous souhaitons le bâtir avec
le gouvernement et l'ensemble des partenaires que j'ai pu citer, qui sont bien entendu, on a la SNCF, nous avons les concessions d'autoroutes, nous avons également EDF, nous avons tout ce qui est la téléphonie, etc., qui utilisent aussi nos routes. Donc, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table et pas seulement dans une conférence des financements sur 4 ateliers. Il faut qu'il y ait un travail spécifique avec les communes, les intercommunalités, à travers notamment l'AMF, qui représente très majoritairement l'ensemble des maires de France et des intercommunalités. Et c'est à partir de là qu'on va bâtir un nouveau modèle, avec l'ensemble des partenaires. On ne peut pas vous dire aujourd'hui c'est 5 milliards, c'est 10 milliards. Tant plus que nous assumons déjà une part de cette responsabilité financière qui est très lourde. Et ce que nous voyons poindre à l'horizon immédiat, je dirais, c'est une aggravation des dégradations sur nos ponts, sur nos routes, et une grande difficulté d'entretien, donc une dégradation du réseau routier français qui sera très préjudiciable pour la sécurité routière et également pour nos concitoyens, et notamment, comme le disait très bien Sylvain, pour les citoyens qui sont éloignés des zones denses. Parce qu'eux n'ont aujourd'hui comme solution, puisque la loi LOM aujourd'hui est très imparfaite en termes d'application et de mise en œuvre, notamment dans les territoires peu denses, qui n'ont qu'une solution, c'est de prendre la voiture pour aller travailler. Et s'ils n'ont pas un réseau routier de qualité, moi je me souviens quand même, il y a quelques années, de personnes qui avaient des gilets jaunes et qui exprimaient leur rupture et le fait que dans les zones peu denses, il n'y avait pas ni les transports en commun adaptés, ni également des voiries qui étaient tout à fait performantes. Donc cet éloignement, cette fracture, elle est là. Et nous voulons, nous, les maires de France, réduire cette fracture. C'est essentiel. Oui, bonjour, Benoît Barbedette pour Newstalk Mobilité. Je vais reprendre le propos le président, M. Lisnard. Vous dites ne pas occulter la route et la rue. C'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on a l'habitude en France d'opposer le mode ferroviaire et le mode routier, qu'on entend beaucoup dire que le mode routier paiera pour la rénovation des infrastructures ferroviaires. Est-ce que ça, c'est une crainte aujourd'hui, vu l'ampleur de la régénération du réseau ferroviaire que finalement on demande à la route de payer un peu ou beaucoup pour la régénération de ce mode ferroviaire? Donc ça, ma première question, c'est est-ce que c'est une crainte pour vous? La deuxième question, c'est le point C de vos propositions, mobiliser les contributeurs du réseau routier. On voit aujourd'hui une électrification de plus en plus importante du réseau, en effet, parce que le parc roulant, que ce soit véhicules particuliers, mais aussi poids lourds, va être de plus en plus électrifié. Donc, juste pour être peut-être plus précis, comment vous pourriez faire pour mobiliser notamment les opérateurs électriques, mais pas que. Vous évoquez aussi la téléphonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une redevance ou une contribution plus forte de ces opérateurs qui, en effet, utilisent les réseaux routiers. La deuxième question, ça signifie avant tout que de considérer que la route est une ressource et que l'utilisateur, notamment ces opérateurs, dans les fiscalités qu'ils ont, moi je ne suis pas pour l'augmentation de la fiscalité dans le pays qui a déjà le record du monde des prélèvements obligatoires. Donc ça, je mets ma subjectivité, mais c'est-à-dire qu'on serait à 30% de prélèvements obligatoires, on pourrait tout imaginer. Hein. Maintenant, on est obligé de... Bien que dedans, il y a une répartition beaucoup plus équitable au profit d'un élément essentiel qui a été sous-évalué, puisque ceux qui conçoivent la fiscalité ne sont pas ceux qui assument la charge de l'équipement nécessaire aux opérateurs. C'est bien le problème. Hein. C'est pour ça qu'il faut décentraliser et responsabiliser localement. Donc il y a une répartition différente des fiscalités et qui se fasse plus au profit de ceux qui ont la charge de ce qui rend possible cet équipement, voilà, et le flux. Le deuxième élément, c'est plus qu'une crainte, c'est un constat. C'est-à-dire que donc la crainte, elle est là, mais c'est un constat. Regardez les 10 dernières années, le ferroviaire a consommé une enveloppe, mais certains, vous avez les chiffres plus exacts, donc je vous laisse vérifier, mais d'un investissement tout confondu de plus de 10 milliards par an. Ça sera la même chose sur les 10 prochaines années. Une partie, donc pour des bonnes raisons. Moi, je suis un grand adepte du ferroviaire, des transports publics. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais la vie, c'est de trancher aussi, de choisir.
et de ne plus faire le déni de la réalité, de la pertinence, puisque c'est celle qui correspond aux besoins du déplacement routier aujourd'hui, quoi. Voilà, dans l'immense majorité du pays. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais commencé à travailler ces questions pour l'AMF, c'était de voir que le pourcentage des flux routiers est le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Voilà. Avec tout ce qu'on a investi, nous, collectivités, dans les transports publics, dans les sites propres, et tout ce qui a été investi à l'échelle globale sur le ferroviaire. Regardez le fret, le transport de marchandises. Regardez l'évolution, vous le savez certainement ici mieux que moi aussi, l'évolution du flux depuis 20 ans et la répartition entre le routier et le... Alors, on peut le déplorer, on peut s'en réjouir. Nous, on n'est pas dans des considérations morales, on est pragmatique, quoi. C'est aussi simple que cela. Et donc, on est très conscient qu'il faut une nouvelle route, une route décarbonée, mais que la route, aujourd'hui, répond à la réalité des flux, à la réalité de la liberté pour beaucoup d'individus. Si on veut être en ville, pouvoir consommer ces produits agricoles, bio, machin, etc., en prenant le bus et son vélo, mais il faut qu'il y ait des gens à la campagne qui produisent, quoi. Et ces gens à la campagne qui produisent, il ne pourra pas y avoir un arrêt de bus pour chaque ferme, hein. Ça vous paraît peut-être soit incongru, soit évident, selon l'expérience que vous avez du territoire national, mais voilà, c'est comme ça. Donc là-dessus, c'est le but aussi aujourd'hui, c'est de mettre les pieds dans le plat de la réalité du réseau routier, de son usure, de son utilité, et du fait que si on ne s'en occupe pas, on va amplifier les problèmes, et notamment les problèmes sociaux. C'est comme vouloir faire de la ruralité sans agriculteurs, quoi, ou de l'agriculture sans élevage et sans culture. Enfin, nous, c'est que de la réalité, quoi, voilà, ici. Et moi qui habite une ville urbaine, si vous voulez, je suis très heureux d'avoir des produits agricoles chez moi, mais je sais très bien que si je les veux, il faut que les gens qui vivent à la campagne puissent vivre, voilà, ils puissent se déplacer, pour raison de façon très basique. Et pour revenir sur quand même, hein, les situations dans lesquelles on est, ubuesques, hein, moi, je n'ai rien contre. Je suis très attaché à ce qu'on utilise au mieux les collaborations privées-publiques et la dynamique du privé, notamment sur le routier. Donc, je ne suis pas dans l'idéologie sur les autoroutes, quoi. En revanche, dans une ancienne vie, j'ai fait de l'audit et j'ai été amené, et je vous dis ça parce que je trouve que c'est intéressant, à analyser les concessions autoroutières. Pourquoi ? Parce que dans ma commune, quand je me retrouve maire, je me retrouve à cofinancer un échangeur autoroutier supplémentaire. Donc j'en suis très surpris. Et si je n'apporte pas ce financement, la mise en place du pôle universitaire, qui était un projet essentiel pour nous, ne pouvait pas se faire. Parce qu'on estimait que ça allait générer des flux, ce qui nous faisait rire, puisque si ce n'était pas le pôle universitaire, on l'a fait contre un projet de centre commercial qui, lui, avait reçu les autorisations. Je vous passe les détails, je ne vais pas vous raconter mes combats locaux. Bon. Ok, donc échangeur autoroutier. Et je dis, ça doit être, il faut faire prendre en compte le financement de cet échangeur supplémentaire dans le cadre de l'équilibre du contrat, quoi. Quand on a un monopole, moi je viens du petit commerce, si vous avez le monopole d'un produit que tout le monde veut, c'est-à-dire se déplacer sur une longue durée, vous vous attendez à avoir des charges en face, quoi. C'est des trucs tellement évidents. Autrement, c'est pas du commerce, hein. Et là, vous vous rendez compte que, ça a été dit par d'autres, il y a eu des rapports parlementaires, que les concessions autoroutières ont été faites de telle sorte que le concédant, qui est la puissance publique, est très faible par rapport au concessionnaire. Et le concessionnaire, moi, je ne porte pas de jugement non plus, hein. À sa place, je trairais la vache, hein, pareil, hein. Et vous regardez, vous avez des EBITDA, des excédents bruts d'exploitation qui sont... c'est factuel ce que je dis. Ce n'est pas un jugement de morale non plus, hein, je le répète. Hein, je suis pas... vous connaissez mes engagements peut-être par ailleurs pour ceux qui suivent la vie politique. Je ne peux pas dire que je sois un grand communiste, quoi. Donc, vous avez une marge brute, si vous voulez, pour résumer, un EBITDA, hein, d'à peu près qui va entre 65 et 70%. Il n'y a pas plus élevé au monde, hein. C'est-à-dire que le luxe, la téléphonie, qui sont les plus élevés à rue, sont à moins de la moitié. Ça n'a rien à voir. Alors on vous dit oui, mais alors parce que moi j'avais vu un président d'une grande société, d'une grande concession qui a été très offusqué par un papier que j'avais écrit là-dessus.
Il me dit oui, mais ils pensent tous qu'on ne sait pas conduire, qu'on ne sait pas conduire, qu'on ne sait pas compter. Il me dit oui, mais il y a des investissements. Oui, bien sûr. J'ai dit, je regardais, votre marge nette après amortissement, la marge, elle est à plus de 30%. Le problème, ce n'est pas cette société autoroutière, c'est que dans l'économie de l'autoroute, l'autorité concédante qui accorde un monopole et un contrat long ne puisse pas avoir des clauses de rendez-vous pour soit augmenter les investissements du concessionnaire, soit baisser le tarif, on pourrait imaginer, du péage. J'utilise quasiment tous les jours, j'ai utilisé ce matin le péage le plus cher de France, peut-être du monde, le péage d'Antibes, hein, entre Cannes et Nice. Et à chaque fois, je pense à la chronique que j'avais écrite là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il n'y a pas de trésor de guerre, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau autoroutier de bon niveau, grâce aux entreprises concessionnaires privées qui l'ont entretenu, mais qui sont aujourd'hui très déséquilibrées. Donc on a une opportunité extraordinaire de renégociation de ces concessions autoroutières pour continuer à avoir des autoroutes de très bon niveau, mais avoir des clauses de rendez-vous qui permettent, comme dans toute concession, moi je l'avais fait ça sur l'eau pendant très longtemps, c'est une action qu'on avait engagée, qui avait débouché sur l'arrêt Olivet, enfin tout ça, vous connaissez par cœur pour la presse spécialisée. C'est-à-dire que quand on a un monopole et une longue durée, il y a en face des obligations. Ça s'appelle un contrat, c'est normal. Et parmi ces obligations figure évidemment l'entretien des réseaux autoroutiers. On a un des meilleurs au monde, donc ça c'est réussi. Figure l'offre autoroutière, on a encore pas mal de trous dans la raquette, mais on a vu que ça pouvait poser quelques problèmes à 69. Et figure les tarifs de certains péages, exorbitants, et figure le démanque d'investissement. Il est absolument délirant qu'aujourd'hui, une commune qui, par ses projets, amène du monde sur l'autoroute, doive payer l'échangeur autoroutier qui va renforcer l'EBITDA de la concession autoroutière. Voilà, et l'autoroute serait gérée par l'État, serait la même chose, c'est certainement pire d'ailleurs. Donc ce n'est pas un problème moral sur la nature de l'exploitant de l'autoroute. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Vinci ou je ne sais pas qui, pas mon problème. Moi. Le problème, c'est d'avoir des contrats équilibrés. Et c'est une source d'espoir, parce que c'est une des sources de financement du transport. J'espère que je n'ai pas été trop long et c'est assez clair. Pascal Tessier, la Gazette des Communes. Pardon, monsieur. Allez-y, madame, allez-y. Donc, vous mettez les bilans là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre d'ici la conférence Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre d'ici la conférence de transport? Vous dites que vous n'avez pas été reçu par le ministre. Ça a été une fin de non-recevoir? Ça a été un délai qui court? Non, sur chacun des congrès, des 3 derniers congrès des maires de France, nous avions un forum sur cette thématique. Lors du dernier congrès qui a eu lieu au mois de novembre dernier, nous avions non seulement un forum, mais le grand auditorium consacré à cette question, qui associait à la fois les représentants de la Commission des finances et Sylvain et moi sur cette thématique. Nous y avons consacré la matinée. Nous avons été reçus à ce moment-là par le ministre, c'était au moment du congrès, François Durouvray. Et depuis, nous sollicitons cette rencontre, mais nous n'avons pas de retour. On a l'impression que d'un coup, ça s'est arrêté et que nous continuons, l'action. Nous continuons, l'action que nous avons lancée depuis plusieurs années et que nous avons vraiment mis en évidence lors du dernier congrès des maires de France. Vous savez, pour y consacrer le grand auditorium du jeudi matin, ça a été une volonté... C'est un choix très fort de la part de l'Association des maires de France pour appeler le gouvernement sur cette question essentielle. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On engage ce débat depuis de longues années. Voilà, depuis de longs mois en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est idéalement, préalablement à la conférence des financements, ce serait de pouvoir rencontrer le ministre en tête-à-tête entre mon coprésident et moi-même,
et quelques membres de la commission et lui exposer la situation pour qu'elle soit prise en compte. C'est ce que nous demandons, pour qu'elle soit prise en compte complètement lors de la conférence des financements, où on ne se retrouve pas là dans des ateliers perdus où chacun va revendiquer. Non, encore une fois, le poids que nous pesons pour l'entretien des infrastructures routières françaises est considérable et nous devons être entendus à notre juste importance. Il n'y a pas du tout on n'est pas pessimiste. C'est vrai que les changements de gouvernement ne facilitent pas les choses. Donc moi, je suis sûr que le ministre des Transports va recevoir la commission de transport de l'AMF. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, objectivement. Et je pense que les rendez-vous du 5 mai vont permettre aussi de nouer des liens et des bilatérales, si vous voulez. Ce que l'on pose aujourd'hui, nous, c'est avant ce cycle de conférence, poser des constats, des propositions et essayer de prendre l'initiative sur le débat. Et quelles suites seront accordées, ça dépendra de vous aussi. Ça dépend de l'écho que recevra ces éléments aujourd'hui qu'on transmet à votre sagacité, de façon indépendante, évidemment. Bonjour, Jean-Yves Guérin du Figaro. Moi, j'ai 2 questions. D'abord, vous n'évoquez pas la possibilité comme ressource de mettre en place une écotaxe. Alors, je sais bien que ce projet fait très peur aux politiques d'une part, et d'autre part, quand il avait été évoqué en 2014, ou même quasiment proche d'être mis en place, c'était sur les routes nationales, mais dans d'autres pays, ça marche. Et après, on peut imaginer que si c'est perçu par l'État, il y ait des retombées pour votre bloc à vous. Pourquoi vous n'évoquez pas ça? Et puis une question plus anecdotique sur la possibilité d'avoir un rendez-vous, de croiser le ministre des Transports et d'évoquer vos points de vue. Localement, je ne connais pas la nature de vos relations, Monsieur Nisnard avec Monsieur Tabarot, mais localement, vous connaissez très bien. J'imagine. Oui, mais se voir et échanger devrait être possible. Je vais dire, alors, se voir et échanger est toujours possible, il n'y a pas de sujet là-dessus. Humain, il n'y a pas de problème humain. Mais la question, pardonnez-moi, elle est un peu curieuse parce que localement, tous les 3, on habite dans 3 secteurs totalement différents. Voilà. Et c'est pas moi qui demande rendez-vous, d'ailleurs, c'est les présidents qui ont fait toujours leur vie avec tous les ministres. Moi, je n'ai jamais assisté à une de ces réunions. Et je ne crois pas que ça change, sauf si vraiment alerte rouge, mais je ne sais pas du tout à l'ordre du jour. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez, quand, je sais pas moi, si un élu est parisien et qu'un ministre est parisien, on ne va pas dire, mais localement, vous habitez au même endroit, quoi. Donc c'est bizarre que vous ne voyez pas. Enfin, vous voyez, j'avoue, je comprends mal, quoi. Localement, je ne l'ai pas rencontré au marché récemment ou je sais pas, ou sur un terrain de foot, quoi. Enfin, localement, c'est une notion assez large, quoi. Voilà. Donc, mais c'est une question qu'on ne poserait pas à un élu parisien et à un ministre parisien. C'est pas ça qui fait le rendez-vous, quoi. C'est pas de se croiser au club de boules, quoi. Mais en l'occurrence, on se croise pas sur les clubs de boules. Sur la première partie de la question, oui. Non, on n'appelle pas une écotaxe, tout simplement parce que les pays que vous évoquez et qui fonctionnent, que l'on connaît, sont des pays où la fiscalité est beaucoup plus faible, générale. Donc l'acceptabilité de l'impôt est beaucoup plus facile. La difficulté, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si on avait parlé de ça, la seule chose qui aurait été retenue, c'est l'AMF appelle à une écotaxe. Ce n'est pas le cas. Voilà. Avant de voir quel est le modèle de fiscalité, il faut qu'on regarde, c'était la question de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire quelle projection on fait, quel niveau d'exigence on fait sur les réseaux, sur les infrastructures, et ensuite on met l'équation financière, et comment on va dans le détail. Parce que ensuite, moi, alors là aussi, pardonnez-moi, je dis hein, c'est parce que j'essaie de distinguer ce qui relève de l'Association des maires de France avec des positions qui ont été collectives et ce qui relève parfois d'approches personnelles. Mais je pense que la fiscalité doit peser sur les externalités négatives, comme on dit de façon pompeuse. Bon. Et que la carbonation doit faire l'objet d'une fiscalité, si vous voulez. C'est une écologie économique de marché, quoi. Hein, ou une économie écologique de marché, ou l'écologie économique, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais, donc, ce n'est pas absurde au XXIe siècle de taxer la pollution comme, je ne sais pas, on pouvait taxer la valeur au XXe siècle ou taxer le capital ou le travail. Vous voyez, sauf que c'est surtout pas à nous de le dire.
Parce qu'aujourd'hui, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une réforme fiscale qui, de toute façon, deviendra incontournable. Mais là, on va dévier et on va dériver. C'est-à-dire que ça renvoie à la politique globale. Notre modèle fiscal est à bout de souffle. Il est totalement obsolète. Voilà. Et qu'une fiscalité environnementale, si aujourd'hui elle était additionnée, serait une source d'injustice flagrante. Et c'est ce que traduisaient les Gilets jaunes. C'était profondément injuste. Donc avant de parler d'une fiscalité supplémentaire et d'une écotaxe qui va mettre le feu, il faudra avoir le courage de regarder ce que l'on veut taxer ou pas, mais d'avoir un système global de fiscalité qui soit moins pesant, qui rapporte plus, et tout en étant moins pesant. Ça s'appelle la courbe de l'affaire, ça a été démonté partout, et plein de pays ont réussi à faire ça, quoi. Voilà. La Suisse y arrive très bien, l'Allemagne, Pays-Bas, et d'autres. Sylvain. Oui, et parce que manifestement, vous vous interrogez pourquoi on tient à voir le ministre. Donc je vais essayer d'illustrer encore un peu plus. C'est que, voilà, on ne va quand même pas se déplacer dans les Alpes-Maritimes pour le ministre. Non, sérieusement, cette question de la route, des infrastructures routières, comprenez bien qu'aujourd'hui, on a un modèle qui ne fonctionne plus à la fois sur le financement, mais même sur l'organisation. Quand on prend la route, on parle beaucoup des autoroutes. On vous a parlé des routes nationales qui sont minoritaires en nombre de kilomètres de voirie. L'État, les autoroutes, l'État, les routes nationales, l'État, mais minoritaires en kilomètres. Les communes et les intercommunalités, c'est l'immense majorité du réseau routier français. Et on est toujours les derniers de l'affaire, voire les non consultés. On entend les départements sur les routes départementales. La loi 3DS a aussi permis aux régions maintenant de récupérer une partie de réseau. Donc il faut bien que vous compreniez que sur une même infrastructure, la route, vous avez potentiellement en France 5 gestionnaires de voirie. Et donc vous comprenez bien que ce n'est pas à nous de dire comment l'État doit gérer cette répartition de compétences et assurer d'ailleurs les financements qui vont avec. Et c'est ça la question centrale qui est posée. 5 gestionnaires de voirie sur un même axe parfois. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Vous avez un tronçon, c'est le département, un tronçon, c'est la commune, c'est l'agglo, parfois c'est l'État. Donc pour avoir une politique globale et cohérente d'aménagement, c'est compliqué. Donc c'est tout ça le cœur du sujet. Et quand on entend qu'il y a des débats au niveau national entre le gouvernement, les régions, les départements qui sont parfaitement légitimes par ailleurs, on aimerait aussi que les communes et les intercommunalités soient associées, qu'on ne soit pas systématiquement obligé de dire on aimerait bien avoir un rendez-vous. Parce que si vous me demandez si on a posé une demande de rendez-vous et combien de fois on l'a faite, en fait, on ne devrait même pas avoir à faire ça. On est les premiers propriétaires de réseaux routiers en France et nous sommes souvent oubliés des discussions et des consultations. C'est tout simplement ça qu'on essaye de faire passer comme message. Puis nous avons un exemple récent qui date de la semaine dernière, si je me souviens bien, qui concerne la ligne Paris-Orléans-Limoges, Paris-Orléans-Clermont, où 400 élus et administrés, usagers, sont allés à Paris avec leurs écharpes pour les élus. Il y avait des parlementaires également. On souhaitait rencontrer le ministre. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet sur 2 lignes qui sont fondamentales aujourd'hui, qui sont en très mauvais état et qui illustrent parfaitement le mauvais état d'un certain nombre de lignes françaises. Paris, Orléans, Limoges et également vers Clermont-Ferrand. Voilà. Donc il y a eu une réaction très dure et vous l'avez relaté d'ailleurs dans vos journaux. Je me souviens d'avoir, je crois, lu le Figaro, notamment, d'avoir lu le Figaro sur ce point, où vous l'avez relaté en disant le ministre n'a pas reçu les élus et les usagers. C'est tout. Donc nous renouvelons, et comme le disait Sylvain, ça devrait se faire naturellement. Ça devrait se faire naturellement. Et l'enjeu aujourd'hui, vous comprenez bien, c'est pas de focaliser, comme on peut quand même se croiser au club de boules, voilà, pas casser l'ambiance si vous voulez, mais non, mais voilà, l'enjeu c'est de poser le débat, et je suis même sûr que vous qui connaissez parfaitement ces questions, il est devenu rare que l'on pose la question de la route de cette façon-là, que l'on dise attention, la route aujourd'hui c'est l'essentiel, il faut regarder ça en face, et regardons l'économie, me semble-t-il. Et on voit bien que le phénomène sur les ZFE, il n'est pas anodin. Hein. Ce n'est pas anodin du tout. Hein. Donc c'est toujours très sensible comme question. C'est la liberté, c'est l'accès au travail, à l'emploi. Oui, je vous en prie. Puisque vous parlez des ZFE... À partir de la 3e question, on paye une tournée. Vous savez, surtout à l'heure de l'apéro. Le club de boules. Non. Non, puisque vous parlez des ZFE... on sait bien que le dossier a été un peu pris parfois en dépit du bon sens, mais c'est un
vous demandez un retrait, c'est légitime, vous comprenez la contestation. Quelle est la part de finalement de, j'allais dire, de populisme, c'est peut-être pas un peu fort comme mot, mais il y a quand même dans ce dossier des enjeux de santé publique que vous ne pouvez pas ignorer et qui, je l'imagine, pour vos administrés, sont quand même d'une importance pas totalement négligeable. Le mot populisme, il fallait qu'il fût prononcé. Peut-être que je pense qu'on n'est pas obligé de le prononcer en fait, parce que on peut toujours envoyer l'autre au populisme. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il ne faut pas jouer sur les peurs. Parce qu'on dit toujours vous jouez sur les peurs, etc. Mais finalement, ça va dans l'autre sens, quoi. On ne veut pas jouer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la position de l'AMF, elle est intéressante. Hein. C'est une position transpartisane depuis l'origine de et notamment depuis que la loi climat et résilience qui a renforcé les ZFE. Je n'étais pas encore président, j'étais vice-président, mais vous regardez les positions de l'Association des maires de France sur la loi climat et résilience, et notamment sur le zéro artificialisation nette, les DPE, je ne sais plus, mais le ZAN, j'en suis sûr, et pour cause, il n'y a pas une réunion, on n'en parle pas, et les ZFE, où nous disions exactement ce qui allait se passer aujourd'hui. Et nous soulignions 2 points. Premier point, évidemment, le caractère de discrimination sociale. Si, quand on dénonce une discrimination sociale en traité de populiste, bah moi, j'en accepte l'injure. Deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous dénoncions le manque d'études d'impact environnemental crédibles, sérieuses, et de façon transpartisane. Enfin, je crois que ça n'a échappé à personne qu'il y a des débats politiques aussi au sein de l'AMF. Hein, ça a été unanime au bureau. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'études d'impact environnemental sur l'intérêt de la ZFE. Et je me permets d'ajouter encore plusieurs choses. On a d'abord, parfois, on aimerait avoir des études objectives sur la réalité que je ne sous-estime pas, et personne ne la sous-estime ici, des effets négatifs des particules fines et du dioxyde de carbone. Mais on entend des chiffres très populistes qui parlent de plusieurs dizaines de milliers de morts, repris parfois sur les médias, hein, très populistes. Et j'ai entendu quelqu'un qui était obligé de dire « Attendez, ce chiffre-là avait été cité il y a 20 ans, c'est plus vrai, c'est pas vrai, etc. » Ça, c'est très populiste. Le populisme, il peut être de l'autre côté. Et également sur les transferts de circulation routière, sur les effets autour de certaines ZFE de bouchons. Et puis, enfin, je me permets de rappeler aussi qu'il y a eu une décision européenne d'interdire les moteurs thermiques, dont les dernières générations sont beaucoup moins polluantes, y compris sur le diesel. Hein. Les Euro 6 sont quand même beaucoup plus vertueux sur le plan en termes de pollution. Et qu'on ne peut pas dire, me semble-t-il, aux gens, vous n'aurez plus le droit d'avoir des moteurs thermiques à telle échéance, et en attendant, de ne pas les laisser s'organiser, y compris pour vendre leur véhicule d'occasion, en attendant pour des jeunes conducteurs qui débutent et qui veulent terminer un véhicule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, non seulement il y a l'interdiction du moteur thermique, pourquoi ajouter de la ZFE qui fait que des véhicules ne valent plus rien, des gens les plus pauvres n'ont même plus leur véhicule qui ne vaut plus rien. Enfin, c'est une injustice profonde pour un gain environnemental qui n'est pas démontré. Et en plus, y compris dans les hypothèses les plus élevées, quand on voit le périmètre des ZFE, quelle est la réalité du gain environnemental? Donc nous, on est des ardents défenseurs de l'écologie, de l'environnement, et on sait que dans la vie, hein, c'est comme pour le financement du transport, il faut aller investir, on ne peut pas être partout, quoi. Il faut hiérarchiser les choses. Donc c'est d'abord les sources énergétiques, comment on décarbone l'énergie, comment on relève le défi de la transition énergétique, etc. etc. Mais ce sont des mesures très visibles, très pénalisantes pour les individus, pour quasiment pas de gain, voire pas de gain environnemental. Sylvain ? Oui, et puis là-dessus, monsieur, pour bien connaître aussi le sujet, pour être dans un territoire qui a une ZFE, le cadre théorique, c'est formidable, mais c'est quoi la réalité concrète? L'État pose des interdictions et derrière, c'est aux collectivités de se débrouiller. Ça veut dire quoi la ZFE? Ça veut dire que quand vous habitez à 20 ou 30 km d'un centre urbain, on vous dit vous n'avez plus le droit de circuler et vous n'avez aucune alternative. Débrouillez-vous, vous ne pouvez plus circuler. Donc, moi, j'entends bien la dimension de santé publique, nous y sommes tous attachés, mais c'est quoi derrière la capacité à répondre à une contrainte qu'on pose?
On dit aux gens, vous avez une interdiction et vous n'avez pas de solution. On va expliquer aux habitants de la périphérie ou de la zone rurale que la réponse, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, parce que c'est ça la réalité. C'est une offre ferroviaire plus structurée pour aller à 30-40 km avec les Serm, qui sur le papier sont formidables, mais nous ne savons même pas aujourd'hui si demain, nous aurons un modèle de financement sur ces Serm. Outre le fait que pour les mettre en place, c'est parfois 20 ou 30 ans. Donc on va dire aux gens, demain matin, vous n'avez plus le droit de circuler, mais la réponse, c'est dans 30 ans. Ce n'est pas sérieux une seule seconde. Et à la fin, qui va devoir financer les aménagements et les services ? Les collectivités, une fois de plus, dont on vient de vous expliquer que nous n'avions pas de modèle de financement pour déjà faire fonctionner ce que nous avions déjà. Si demain on nous explique qu'il faut aller tirer de l'offre de transport de manière extrêmement développée à 20, 30, 40 km, qu'elle soit en ferroviaire lourd, qu'elle soit en transport collectif ou sur d'autres services, nous n'avons pas de financement pour cela non plus. Donc ce n'est pas sérieux. On peut se poser la problématique, mais encore faut-il avoir les moyens d'y répondre. Aujourd'hui, il n'y a rien, on fait culpabiliser et on oppose les habitants les uns aux autres. Parce que le vrai sujet de la ZFE, c'est d'exclure les périphéries et les ruralités avec sa connexion au centre urbain qui est absolument essentielle pour travailler, pour vivre, pour se soigner, pour consommer un certain nombre de services fondamentaux. Et donc ce sujet-là, ça doit être le cœur de la discussion et ce n'est absolument pas comme ça que le sujet a été posé. On ne peut pas juste vous dire vous avez une interdiction, vous êtes responsable, voire même vous êtes coupable si vous continuez à vous déplacer dans ces conditions sans avoir aucune réponse en face, et cela complète parfaitement ce que vient de dire le président par ailleurs. Mais c'est ça la réalité concrète. Il faudrait qu'on parle du quotidien des gens, sur c'est quoi leurs conséquences dans leur vie quotidienne et quelles sont nos capacités ou pas à y répondre. Et l'État n'a jamais posé cette question et ne l'a jamais mis en préalable à la discussion, et c'est toute notre difficulté. Et vous, en tant que commune et intercommunalité, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous dites on ne veut pas de ZFE, qu'est-ce que vous pouvez faire très concrètement pour améliorer la qualité de l'air ? Enfin, si tant est que ce soit un objectif pour vous. C'est un objectif pour nous au quotidien. J'ai rappelé tout à l'heure que nous avons construit, nous, les maires de France et présidents d'intercommunalité, en 4 ans, 12 000 kilomètres de voies piétonnes et cyclables. C'est quand même considérable. On est passé de 50 000 à 62 000 et nous les avons financés avec quelques concours de l'État et des régions, quelques concours aussi des départements. Voilà un exemple concret de décarbonation. Et j'ajouterais, pour la petite histoire quand même, que ça fait 3 ans nous sommes battus pendant 3 ans pour considérer que le périmètre de nos pistes cyclables et piétonnes ne devait pas être considéré comme artificialisation brute. Et oui, parce que la sanction nous tombait. Nous avions la double peine, la construction des pistes cyclables et piétonnes et parallèlement la zéro artificialisation nette, et nous étions considérés comme artificialisation brute. Donc vous voyez, ce combat que nous menons au quotidien, il y a une volonté très forte de décarbonation des moyens de transport de la part des maires, toutes sensibilités confondues. Nous sommes vraiment l'arme au pied pour cette question. Et voilà, je vous donne un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres avec le travail, notamment dans un certain nombre de métropoles ou de grandes agglomérations, de passage à des moyens de transport collectif vertueux. Ça aussi, c'est un point important. Je le vois, moi, à l'échelle d'Orléans Métropole. Je pense que tu l'as vu également à l'échelle de Grenoble. Nous sommes aujourd'hui avec des moyens de transport collectif tout à fait vertueux en termes voilà. Il ne faut pas se focaliser sur ce point des ZFE parce que tout autour, il y a un travail considérable qui se fait par les élus locaux. Absolument. Et moi, je le vois dans mon agglomération, j'ai la charge de présider. On a développé les transports publics, plus 20% en 10 ans. Tous les bus sont décarbonés. On va inaugurer une centrale de production par électrolyse d'hydrogène en septembre. Et on a travaillé avec les constructeurs pour avoir les premiers matériels roulants à hydrogène de très grande échelle, les bennes, etc. Mais ça, c'est possible en zone de densité urbaine. La difficulté, c'est que plus vous vous éloignez de la densité urbaine, plus le maillage est large et vous en revenez à la pertinence de l'automobile. Il faut arrêter voilà, l'automobile est pertinente, mais l'automobile du XXIe siècle ne doit pas être l'automobile du XXe siècle, c'est tout. Elle doit être décarbonée. Donc, par exemple, ce que l'on met en place, nous, ensuite, ça sera au marché de le faire, mais on a installé 200 bornes IRVE.
sur le territoire. Et on essaie maintenant d'aller de plus en plus dans un maillage large et rural, puisqu'on a beaucoup de ruralité, beaucoup de densité urbaine. Enfin, vous connaissez les Alpes-Maritimes, c'est le plus contrasté de France, hein, et de la montagne en plus. Donc on va très très loin dans ces dispositifs, mais surtout, permettons aux individus, et ça a été parfaitement dit par Sylvain, de passer dans leur vie quotidienne aux nouvelles solutions qui, pour l'instant, sont très onéreuses, quoi. Et qui, en plus, parfois c'est bien d'aller un peu à l'étranger, hein. Ça nous arrive, malheureusement, on n'a pas le temps et pas les moyens, très souvent, quand on est maire maintenant, mais avant j'y allais plus. Mais je suis allé dans le Middle East, comme on dit, au mois de janvier, début janvier. Il faut prendre du recul, hein. Aller voir en Inde. Enfin voilà, c'est-à-dire que le gars que vous emmerdez dans la banlieue de Grenoble parce qu'il ne peut pas utiliser sa bagnole, vous allez lui expliquer qu'il sauve la planète quand on ouvre 2 centrales à charbon par semaine en Inde, quoi. Enfin, moi je veux bien tout, hein. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y a ça, il ne faut rien faire chez nous, hein. Surtout pas. Je vous assure qu'on est très motivés. On est de gauche, de droite, c'est même pas le sujet. Voilà. Mais franchement, et le populisme, c'est peut-être de faire croire de faire culpabiliser ce gars-là, quoi. Voilà. Qui prend sa bagnole pour aller se faire une radio du genou ou pour aller bosser à l'usine Duralex. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est parce que c'était pour parler de toi aussi. Parler du Loiret. Bon, il faut savoir lever une grève, hein, mes chers amis, mais s'il y a encore une dernière question, comme on est bien élevé, on la prend, hein. Non ? Allez, merci beaucoup à vous en tout cas. Merci de votre intérêt.